Éric Gobodossou, médecin stagiaire à l'université de Dakar, témoin de notre enquête. Tout est vibration. Le vent qui souffle, la plante, l'âne, les hommes, vous et moi, le caillou, le sol, tout vibre, la pierre, ça vibre. Naturellement, ça ne se voit pas, mais les ondes que vous envoyez, ces ondes radiologiques ou de la télévision qui se transforment en images que l'on voit sur les écrans, c'est des vibrations que l'on émet. Eh bien, nous aussi, nous sommes des vibrations. Et il est connu d'ailleurs que enfin, c'est une légende peut-être, mais je crois qu'il y a une part de vérité puisque c'est écrit. Il est connu que dans la vie antérieure, des gens avaient bel et bien une couronne, une auréole de feu ou de vibrations autour de leur tête. Dakar, la cité universitaire, le pavillon des étudiants mariés. C'est ici que vit avec son épouse et son fils Éric Gobodossou, un jeune médecin originaire du Bénin qui vient d'achever ses études au Sénégal. L'université de Dakar représente en effet un centre intellectuel important pour toute l'Afrique occidentale. Éric, qui nous a accompagnés tout au long de notre enquête, rédige une thèse sur la médecine traditionnelle en Afrique. Élève du professeur Colomb, qui nous l'a signalé comme un élément brillant de sa volée, Éric, déjà médecin, rêve de devenir un jour guérisseur. Son grand-père, dont il vénère la mémoire et la sagesse, avait, dit-il, le don de voyance. Éric espère en avoir hérité. La médecine occidentale travaille sur le corps. Sur le corps, mais l'homme n'est pas que le corps. Et à partir de ce moment, la médecine occidentale risque de ne pouvoir résoudre que des problèmes ne concernant que le corps. La médecine traditionnelle, par contre, travaille sur les autres entités de l'homme. C'est-à-dire? Eh bien, schématiquement, si vous voulez, l'homme peut être formé de 5 éléments fondamentaux. Nous avons d'abord le physique. Le physique, c'est le corps, n'est-ce pas? Que les Occidentaux connaissent parfaitement. Nous avons le psychique. Le psychique, nous pouvons l'appeler l'intellect, si vous voulez, l'intellectuel. Nous avons le moral. Le moral, si vous voulez, c'est la foi. C'est la foi et ce moral a pour point d'impact la conscience, si vous voulez. Nous avons l'âme. L'âme, nous pouvons l'appeler l'autre moi, si vous voulez. L'autre moi, c'est-à-dire c'est ce qui permet le dédoublement. C'est connu dans nos régions, des gens qui se dédoublent. Vous le voyez, il y a le corps, n'est-ce pas, qu'il laisse, il se dédouble, il se retrouve dans un autre corps différent de celui qu'il a laissé. Donc il y a l'âme, l'autre moi, qui permet le dédoublement. Mais il y a aussi un cinquième élément, pas moins important, c'est l'esprit. L'esprit, si vous voulez, c'est l'élément qui relie l'homme, les quatre autres éléments de l'homme, à un être supérieur, si vous voulez, à un être surnaturel. Donc la médecine traditionnelle, si je comprends bien, opère essentiellement pour 4/5 par des valeurs inapparentes. Par des références à des choses qui sont immatérielles, spirituelles ou transcendantales. Non. Non, parce que la médecine traditionnelle est avant tout pratique. Le fantastique à nos yeux n'est pas l'irrationnel, n'est pas le subjectif, c'est du pratique.
Le fantastique, à nos yeux, c'est une science, comme la science occidentale. Mais c'est une science vieille qui s'applique aux choses et aux objets et à l'homme. Vous verrez par exemple, c'est connu je crois en Afrique, ou même dans les pays occidentaux, vous verrez des malades qui vont à l'hôpital, ils sont malades, ils savent qu'ils sont malades, on fait tous les examens possibles et imaginables, on n'observe rien du tout. Il y a quelque chose qui manque. Alors, je ne sais pas pourquoi, devant ce genre d'observation, je ne sais pas pourquoi eh bien, la médecine occidentale ne se poserait pas des questions. On entend souvent parler à Dakar d'un rebouteux qui vit à Sébikotane, un village situé sur la nationale, à une 60aine de kilomètres de la capitale. Une enseigne placée au bord de la route décrit le personnage, pour qui ne sait pas lire son nom, Alioune Cissé. À peine sommes-nous sur les lieux qu'on amène un ouvrier du port de Dakar qui a fait une chute en portant une lourde caisse. Son pied, déjà soigné à l'hôpital, le fait horriblement souffrir. Ce cas est une première démonstration de la constante imbrication des médecines modernes et traditionnelles en Afrique. Eric, qui nous accompagne en qualité d'observateur qualifié, tente vainement d'examiner le blessé. Il est enveloppé là. Je ne peux pas examiner. Le cabinet de consultation d'Alioune Cissé paraît au regard occidental des plus primitifs. Mais cet appentis obscur qui prolonge l'ombre de la case familière est certes plus rassurant pour l'Africain que la blancheur glaciale et aseptisée de nos cabinets occidentaux. Il porte un pansement. Où est-ce qu'on l'a soigné déjà? J'ai été soigné à l'hôpital principal. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui à midi. Il avait très mal en arrivant ici chez le guérisseur. Oui, ça me faisait très mal, je ne pouvais rien faire. Et comment se sent-il maintenant? Je ne peux pas mettre les pieds sur une place. Maintenant, je peux mettre ça en place, je peux le laisser tranquille comme ça sans le bouger. Avant, je ne pouvais pas le laisser comme ça. J'ai moins mal qu'avant. Qu'on en pense ce qu'on veut, le fait est là, cet homme qu'il fallait presque porter lorsqu'il est arrivé repart sur ses deux pieds. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'avait le patient qu'il vient de soigner? Il y a une luxation du pied. Il a pu le voir sans enlever le pansement. Ce n'est pas parce qu'il y a un pansement que je ne peux pas constater le mal. Si on avait mis le plâtre, là je ne pourrais pas constater. Mais du fait qu'il n'y a que la bande, là c'est facile à constater. Tous ces plâtres qu'il y a autour de lui, ces radios, qu'est-ce que c'est?
mu ne plâtre yi fi nekk ak rajo yi lan lu tax ñu nekk fii. kii seeni waram bu ñu fajoo fii ba wér bu ñu ñëw di ma war seen gaañ-gaañ. Ces radios représentent des anciens malades qui ont été soignés par moi-même. Et guéris. Et les plâtres? mu ni plâtre yi nag plâtre yi tabax yooyu. kii waaw. kii tànk bu damm la woon tànk bi fii la damm. Ça c'est une fracture du pied, c'est le plâtre que vous voyez là. mu lay oto nag indi ko fii ma ngay kii bi defar tànk bi bànd ko yii lay defaree damm. Quand le malade est venu, le père m'a montré le plâtre, j'ai pris une bande, j'ai soigné le malade en même temps. Je vous montre d'une part le matériel avec qui j'ai fait mon plâtre qui est personnel à moi, que vous voyez là. Ça représente, si vous voulez, moi, mon plâtre. L'argent. C'est avec ça que j'attache un pied fracturé. Est-ce qu'il se fait payer et combien? mu ni ndax daañu lay fay booy faj. Il appartient aux malades ou aux parents des malades de donner ce qu'ils peuvent donner. C'est tout, mais je ne demande rien. Sinon, même si le malade n'a pas de billet pour retourner chez lui, je lui donne l'argent pour son transport. Je le trouve très intéressant. Je peux dire que je le trouve plus intéressant qu'il ne le croit lui-même. Parce que j'ai vu ces radios. Et en dehors des cas de fracture classiques que nous apprenons dans les hôpitaux de l'Occident, il y a des fractures ou même des lésions vertébrales typiques de mal de pote. Enfin, le mal de pote, c'est, si vous voulez, la tuberculose vertébrale, qui se manifeste par des vertèbres grignotées avec des pincements de l'interligne. Vraiment, il y a des radiotypes classiques du mal de pote. Et il, à ma grande surprise, il me dit qu'il guérit ces mal de pote en 20 jours. Mais je crois que c'est quelque chose de très important. Et alors que chez nous, d'abord, le mal de pote, l'étiologie est tuberculeuse. Il faut un traitement antituberculeux, employer au moins 3 médicaments tuberculose statique pendant 12 à 18 mois en traitement continu. Et il faut taper fort. Et lui, à ma grande surprise, il répare et la lésion osseuse et la lésion étiologique tuberculeuse en 20 jours. Je crois que c'est très important ça. Et comment expliquez-vous ce don? Vous savez, c'est une question ambiguë. Médicalement, c'est un mystère, ce que vous avez vu là. Oui, naturellement, pour ce qui est de la science occidentale, naturellement, c'est un mystère. Mais pour ce qui est de la science traditionnelle, c'est tout à fait évident. Vous savez, les esprits gouvernent l'Afrique. Et par conséquent, ce guérisseur qui communie certainement avec un esprit, l'esprit étant fort, il peut tout faire. Je pense qu'on peut dire qu'un bon guérisseur, et naturellement dans toutes les disciplines, il y a les charlatans et les authentiques, un bon guérisseur africain est certainement tout aussi scientifique dans son approche, peut-être beaucoup plus que beaucoup de médecins de formation occidentale. Je pense à un homme comme Satigi Soumaro, que j'ai connu au Mali, qui est décédé, qui était un des grands guérisseurs du Mali. Eh bien, un guérisseur comme ça connaît peut-être 50 à 60 plantes et autres remèdes qu'il a testés tout au long d'une vie. Depuis son enfance, il a été initié par son père à l'usage de ces médicaments. Il connaît extrêmement bien le milieu dans lequel vivent ses patients. Ses patients viennent chez lui. J'ai passé des jours chez Satigi. Il reste là peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le guérisseur les observe, apprend à les connaître comme une totalité, à les observer dans leur relation avec les autres. Et donc il a vraiment le temps, si je peux dire, de faire une médecine de l'homme. Quand on pense par exemple en contraste avec nos médecins occidentaux qui disposent d'une panoplie en Suisse de plus de 10 000 médicaments. Comment est-ce qu'un médecin peut connaître 10 000 médicaments? Quand on pense que les médicaments, chaque médicament varie dans ses réactions selon l'individu, selon
l'heure à laquelle on le prend, etc., ça devient très facilement un jeu de hasard. On va rentrer un malade qu'on n'a jamais vu, on l'ausculte en 2-3 minutes, parce qu'on est pressé, on lui fait une prescription de 4 ou 5 médicaments différents et on le renvoie chez lui. Pour moi, ce n'est pas un processus scientifique, c'est presque un jeu de roulette, un jeu de hasard. Quelqu'un qui est attaqué par le sorcier anthropophage, il peut bel et bien avoir des symptômes psychiatriques, c'est-à-dire des hallucinations, des délires et tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des symptômes médicaux, comme des douleurs à type d'hépatite, des douleurs gastriques à type d'ulcère, des douleurs du trouble du transit à type de diarrhée colériforme et tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des troubles oculaires, il peut y avoir des troubles cardiaques. Si vous voulez, tout peut être observé. Mais alors, à la limite, toute maladie aurait une cause psychique. Et à votre avis, si on arrivait à attaquer cette cause-là, on pourrait même, dans le domaine somatique, par le psychisme, arriver à des guérisons. Naturellement. Inexplicables pour notre science. Naturellement. On croit rêver en écoutant ce genre de propos, lorsqu'on songe qu'il y a, paraît-il, près de 80% de maladies psychosomatiques dans les consultations quotidiennes des médecins en Europe. Il est d'usage entre guérisseuses de s'inviter mutuellement à des fêtes rituelles au cours desquelles on soigne certains malades. La confraternité existe réellement dans le corps médical traditionnel. J'aimerais que vous me parliez aussi de la valeur thérapeutique à vos yeux des états observés à l'occasion de la fête des guérisseuses. Transe, état second. Vous allez voir par exemple des malades qui entrent en transe et qui disent eux-mêmes ce dont ils souffrent, qui disent eux-mêmes ce qu'ils ont. Ils le disent eux-mêmes. Le traitement à coups de tam-tam s'opère dans une modeste cabane. Il s'agit de soigner une jeune femme qui est en conflit constant avec sa famille. Vous avez vu, ce n'est pas la malade seulement qui se met en état second. C'est tout ce qui l'entoure. Il y a donc un problème rituel qui se passe. Celui qui est malade mental, occidental, on l'envoie dans un hôpital. On le soigne, lui. Mais on oublie souvent que ce soin apporté à l'hôpital ne suffit pas et qu'il faudrait le remettre dans sa famille. Or, ce malade mental, il est malade mental parce que la société existe. C'est la société qui l'étiquette de malade mental. Parce que là, à partir de quels critères on dit que quelqu'un est malade mental et l'autre n'est pas malade mental. Celui-là, qui est traité de manière traditionnelle, eh bien, on assiste à tous ces rites de transe et de tout ce que vous avez vu chez Khadiata. Et avant même ce processus de transe, eh bien, chaque élément de la famille apporte quelque chose, contribue à la guérison de ce malade qui a été considéré jusque-là comme fou. Le traitement touche à sa fin. On sort de la cabane à la nuit tombée.
Ces images, mieux que tout commentaire, expriment à quel point, en Afrique, la guérison est un fait collectif qui exclut tout repli sur soi-même, ce qui n'empêche pas la pudeur. En Afrique, lorsque je discute de sciences traditionnelles avec un Européen, eh bien l'Européen, je sens quand même qu'il fait un effort pour comprendre. Alors que si je parle de médecine traditionnelle avec un Africain occidentalisé, ben, il me traite avec mépris. Il me considère comme un anachronique, un dépassé. Eric est une exception. Il refuse d'entrer dans la caste des médecins africains occidentalisés. Le coût de leur formation et le taux de leurs honoraires contrastent aussi singulièrement avec la réalité africaine que les gazons de ce campus avec le sable et la poussière du quartier où travaille, à quelques minutes de là, Madame Cardiata. Vous avez dit, vous avez écrit à maintes reprises que les guérisseurs vous avaient appris bien des choses. Quoi? Ah, c'est compliqué. Disons qu'ils m'ont appris des attitudes plus que des techniques. Ils m'ont appris peut-être à considérer le malade comme un individu pas tellement différent de moi. Alors ça implique une relation très différente, ça implique la reconnaissance d'une autre réalité, celle du malade, d'une autre liberté, celle du malade, d'un autre type d'existence, de voir les choses, de vivre les choses, celle du malade. Ça implique aussi que l'on a avec le malade une attitude beaucoup plus fraternelle. Ils sont d'une simplicité telle, je pense à certains que je vois là et qui sont morts depuis longtemps, qui étaient mes amis. Ils ont atteint un certain niveau de sagesse, c'est-à-dire ce niveau où l'on n'est plus embarrassé par son propre personnage, la dimension de son propre personnage, ou le désir de dominer les autres. La formation à Dakar d'un médecin à l'occidental représente le prix de 200 ans de travail d'un paysan sénégalais. Autant dire que sans le respect, sans la revalorisation de la médecine traditionnelle, la santé pour tous en l'an 2000, ce projet de l'Organisation mondiale de la santé, restera lettre morte. Répétons-le, chaque fois qu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Sur ce chapitre, l'Europe est peut-être malade de n'avoir à fouiller que des cendres.